Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La décision est maintenant officielle depuis plus de 2 semaines. Plus de 3000 logements Crous seront réquisitionnés pour accueillir les quelques centaines de pompiers, soignants, forces de l'ordre et membres de la sécurité civile durant l'ensemble de la période des Jeux Olympiques. Oui, mais voilà. Si le personnel d'État sera bel et bien logé cet été, 2000 étudiants seront contraints de quitter leur lieu de vie. Résumons les faits. Au mois de mai, le ministère des Sports avait annoncé vouloir réquisitionner plus de 3000 logements sur l'ensemble de l'Île-de-France. Pour ce faire, les Crous avaient alors limité les baux d'occupation au 30 juin pour l'année universitaire 2023-2024. Finalement, la décision sera suspendue au mois d'août par le tribunal administratif de Paris suite à une procédure judiciaire lancée par le syndicat Solidaire. Après plusieurs mois d'attente pour l'ensemble des parties et saisi d'un pourvoi par le Crous de Paris, le Conseil d'État rend finalement son verdict le 29 décembre dernier. Selon la plus haute instance administrative du pays, le contentieux n'aurait plus d'effectivité, étant donné les termes des contrats d'habitation signés par les étudiants. Afin de mieux faire passer la pilule, une aide financière de 100 € sera mise en place pour couvrir d'éventuels frais de déménagement pour les étudiants. Et cerise sur le gâteau, les étudiants auront même le droit d'assister aux épreuves olympiques en bénéficiant de 2 places gratuitement. Pour parler de ce sujet, nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Adriana, étudiante concernée par la réquisition et résidente au Crous Poissonnier dans le 18e arrondissement de Paris, Neil, représentant de Solidaire étudiants, syndicat à l'origine de la procédure judiciaire engagée cet été, ainsi que Louis Boyard, député de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Votre entretien d'actu, c'est tout de suite sur Le Média TV. Messieurs, dames, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence par écouter le témoignage assez glaçant d'Adriana. Donc Adriana, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on revienne donc dans un premier temps sur votre histoire et votre témoignage. Vous avez appris en mai dernier que vous seriez potentiellement susceptible de quitter votre logement en vue de la période des Jeux Olympiques. Finalement, après plusieurs mois d'août, donc il y a un peu plus de 2 semaines, le Conseil d'État a tranché en faveur du projet de la réquisition. Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez compris la décision finalement des ministères concernés? Alors, dans un premier temps, j'ai surtout été surprise. Les étudiants qui ont été concernés par cette expulsion, en fait, on a simplement reçu un mail. On n'a pas eu, par exemple, d'entretien d'abord avec le bureau de notre résidence. On a simplement reçu un mail où on nous a dit, voilà, pour les JO, vous n'aurez plus le droit d'accéder à votre logement. Et ça a été vraiment un choc. Pendant plusieurs mois, plusieurs semaines ensuite, on n'a eu aucune nouvelle, simplement qu'on savait, en juin, on ne pourra plus rester dans notre appartement. Et c'était vraiment difficile à comprendre, en fait. Donc on a tenté plusieurs fois, par exemple, d'envoyer des mails à la direction pour essayer de comprendre, mais les réponses étaient toujours relativement vagues. De manière générale, ils attendaient plus d'informations, peut-être de plus hautes instances. En fait, on était totalement dans le flou. On a reçu que très récemment plus d'informations sur ce qui allait concrètement se passer, mais on va dire que depuis mai, c'est relativement le flou sur ce qui allait nous arriver pour les JO. C'est toute votre résidence Crous, donc la résidence Poissonnier, dans le 18e arrondissement de Paris, on le rappelle, qui est concernée par ce relogement. Vous n'êtes pas seul, comment ont réagi vos camarades? Oui, absolument, donc c'est toute notre résidence qui est concernée, et en fait, on a tous été surpris. On a un groupe sur lequel on discute régulièrement et en fait, personne ne comprenait pourquoi nous, pourquoi des étudiants qui sont précaires, pourquoi des étudiants qui finalement, on va avoir pour certains un boulot pendant cet été, certains doivent garder absolument cet appartement. C'est une période durant laquelle on n'a pas de bourse. Donc on ne comprenait pas, on ne savait pas si on serait relogé ou non. Il y a juste eu beaucoup d'incompréhension et personne ne savait où regarder ni quoi faire. Comment comptez-vous vous organiser pour cet été? Il n'y a pas eu encore de confirmation donc officielle de relogement. Vous n'avez rien signé à l'heure actuelle, hein, ça c'est important Non, de le rappeler. Pas. Nous n'avons rien signé, on a eu uniquement des mails et une communication un peu étrange, quoi. Vous entendez quoi par étrange? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce sujet? Étrange dans le sens où lorsqu'on venait avec des questions, on finissait systématiquement sans réponse ou avec des réponses vagues comme on attend, on n'a pas de réponse concrète, de toute façon on vous tiendra au courant, Et au final ça a mis plusieurs semaines, plusieurs mois où en fait personne ne savait concrètement quoi faire. Vous n'avez pas de solution pour cet été théoriquement. Si vous me dites que bien évidemment il y a des solutions qui sont promises entre guillemets mais sans officialisation, comment vous comptez vous organiser si potentiellement vous n'avez rien?
On nous a quand même fait des promesses qui n'ont pas été signées, mais des promesses. Donc nous sommes censés être relogés dans une nouvelle résidence qui se situe plus loin, qui se situe dans le 19e. Mais encore une fois, rien n'est vraiment concret, on n'est pas certain. Et si ce n'est pas une promesse qui sera tenue, honnêtement, je n'ai pas réellement de plan de secours à part de la famille, des amis qui pourraient potentiellement m'héberger. Mais au final, ça me ferait sûrement perdre mon boulot pour cet été. Donc c'est que du perdant finalement. Oui, donc vous êtes perdante jusqu'au bout. Et cette annonce, donc on l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est peut-être important de le marteler un peu plus. Vous avez quand même eu, entre guillemets, une promesse de compensation financière de 100 € et de 2 places pour assister aux épreuves olympiques. Est-ce que vous avez une réaction aujourd'hui ? Déjà, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ? Honnêtement, c'était juste beaucoup de sourires, en fait. Je pense que les étudiants qui ont aussi entendu ça, qui seraient compensés avec seulement 100 € et 2 places, on a juste rigolé. Parce que finalement, on considère que tout ça, c'est le résultat d'un gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire et qui se retrousse sur les étudiants pour pouvoir trouver une solution pour loger toutes ces personnes qui devront être là pour les JO. Nous, dans tous les cas, on était là. Donc on ne comprend pas, en fait, on pense juste que c'est des petites miettes qu'on nous donne pour faire mieux avaler la pilule. J'aimerais maintenant qu'on passe à vous, Neil. Oui. Vous êtes ici pour représenter le syndicat Solidaire étudiant. L'été dernier, vous avez décidé de déposer plainte contre les Crous de l'Académie de Versailles et de Paris, si je ne dis pas de bêtises, contre une décision que vous jugiez en tout cas illégale dans les faits. Le Conseil constitutionnel n'a pas été de votre avis et il l'a rappelé... Le Conseil d'État, excusez-moi. Le Conseil d'État, du coup, l'a rappelé. L'objet même du contentieux n'a plus d'effectivité depuis la campagne d'admission en résidence universitaire, donc du coup, pour l'année 2023-2024. Quelle a été votre réaction à vous, en tant que représentant syndical ? Alors, ce que vous dites, c'est pas non plus tout à fait vrai. C'est ce qui a beaucoup été mis dans les médias, mais j'aimerais un peu nuancer ça. Je vous en prie, mais allez-y, ce discours. Je vous en prie. Parce que, après, bon, on ne va pas y aller non plus par 4 chemins. La décision du Conseil d'État, c'est une petite défaite. Le Conseil d'État, dans le discours médiatique, on dit qu'il a validé les réquisitions. Ce n'est pas totalement ça. Le Conseil d'État, il dit que la loi ne fait pas obstacle à ces réquisitions. Il y a une petite nuance, et la nuance, elle se trouve sur 2 parties. Les principes et les modalités, qui selon nous posent problème. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a refait des recours qui vont être examinés dans les tribunaux administratifs de Paris, Créteil et Versailles contre les nouvelles délibérations du Crous. Déjà, il dit que la loi ne fait pas obstacle. J'aimerais qu'on revienne déjà sur c'est quoi la loi qu'il utilise pour dire que ça ne fait pas obstacle. Allez-y, je vous en prie, avec grand plaisir. La loi qu'il utilise, il se base sur le droit commun, sur le code de la construction de l'habitation. Dans ce code, il y a écrit que les logements vacants du Crous, qui sont vacants au 1er février, ils ont le droit d'être utilisés pour loger des personnes, particulièrement des personnes de public très vulnérables, des personnes très précaires, concrètement par exemple des SDF. Et donc là, c'est assez choquant parce qu'on dit que le Conseil d'État dit à cette disposition, très bien, on peut la contourner pour dire en fait c'est juste particulièrement des SDF, mais ça peut être d'autres personnes. Et donc on utilise des dispositions qui sont faites pour loger des personnes en grande précarité pour loger à peu près n'importe qui, des agents qui vont servir pour les JO. Donc déjà ça c'est assez grave et pour nous c'est très dangereux parce que ça ouvre la possibilité de commercialisation des chambres Crous et de les ouvrir donc à n'importe qui pourrait loger dans ces chambres Crous en échange d'argent. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces dernières semaines, il y avait le Crous de Strasbourg sur les réseaux sociaux qui a fait un post en invitant des gens à louer des chambres Crous pour aller visiter le marché de Noël de Strasbourg. Si, tout à fait. Voilà, c'était assez comique, mais ça représente bien ce à quoi on veut ouvrir les Crous, les détourner de leur mission de service public pour en faire finalement presque des hôtels au service de l'État. Donc ça, pour nous, c'est très important. C'est pas totalement fini, cette bataille juridique. On a déposé des nouveaux recours avec notre avocate Marion Augier, qu'on remercie beaucoup. Donc ces nouveaux recours, ils sont faits contre les délibérations que le Crous a adoptées en novembre. Parce que le Crous a voulu organiser ça dès printemps dernier. Ils ont dû quand même faire des délibérations officielles en novembre. Bref, on attaque sur 2 choses. D'un côté, il y a le principe. On considère que les Crous ont fait primer l'intérêt des JO sur celui des étudiants. Or, c'est totalement contraire à la mission première des Crous, mission de service public, qui est de servir les étudiants, pas de servir les JO. C'est une revendication de base qu'on a, qui pour nous paraît très simple. On dit aussi qu'il y a, comme on dit en droit, une erreur manifeste d'appréciation, dans le sens où on a pris des logements qui, à la limite, auraient pu servir pour loger, par exemple, des personnes SDF, pour loger à la place des personnels des JO, qui ne sont pas vraiment censés être logés dans ce genre de résidence. Et on attaque également sur les modalités, ça on l'a évoqué avec Adriana. Il y a d'abord les relogements.
Il y a quelque chose dans les délibérations du Crous qui n'est pas dit par les médias, parce qu'ils n'ont généralement pas accès, ça ne les intéresse pas. Il y a écrit que le relogement, ce sera sous réserve de logements vacants. Oui, donc c'est la petite astérix, Voilà, c'est l'astérisque en bas de la page. en bas de la page. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, les relogements ne sont pas obligatoires. Ils sont conditionnés à la disponibilité de logements vacants. Alors le Crous va nous dire, oui, mais il y a toujours des logements vacants. Oui, mais c'est une année un peu exceptionnelle. Il y a les JO, on sait que justement, c'est un peu le n'importe quoi. Donc, on n'a aucune garantie qu'il y aura forcément des logements vacants de qualité cet été. Donc, c'est vraiment une incertitude qu'on met en plus de toutes les incertitudes d'avant. Et à côté de ça, évidemment, la compensation des 1000 euros, des 100 euros. 1000 serait bien. Ça aurait été formidable. Ça aurait été mieux. Ça aurait été beaucoup mieux. Évidemment, 100 euros, c'est pas du tout assez pour couvrir un déménagement. C'est un déménagement qui est aller-retour. Il faut penser à ça. On part, on revient. Hein. Donc, il faut payer tout ce qui est avec ça, une camionnette, poser des congés pour les étudiants qui travaillent. Ça coûte beaucoup plus que 100 euros. Nous, on voulait qu'au moins, ce déménagement soit une opération blanche pour les étudiants. Et donc, 100 euros, ce n'est pas assez. Étant donné qu'Adriana l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a toujours pas de garantie de logement, entre guillemets. Il n'y en a aucune pour le moment. Il y a cette promesse de relogement, peut-être 6 logements vacants, mais bon, voilà. Et les logements vacants, ça veut dire quoi? Parce qu'on sait que les Crous sont débordés, il y a très peu de logements, il y a très peu de places. Est-ce que vous pensez qu'à l'été, il y aura suffisamment de chambres à disposition pour les étudiants, donc plus de 1000 étudiants concernés quand même? En réalité, il n'y a pas tous les étudiants qui restent l'été. Donc, généralement, l'été, c'est réel qu'il y a des chambres qui sont vacantes. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une année qui est un peu exceptionnelle. Et là, le Crous, on voit bien, n'est pas totalement sûr lui-même de s'il y aura vraiment des logements vacants et se permet de mettre une petite astérisque au cas où. Donc ça, on s'inquiète un peu là-dessus. Bon, après, là, du coup, j'ai beaucoup parlé de notre combat juridique. C'est important, ce qui a permis de faire parler aussi dans les médias. Tout à fait. Mais il y a aussi une mobilisation qui est à construire sur le terrain. Pour nous, c'est très important. On est un syndicat qui se définit comme un syndicat de lutte. On veut que la mobilisation soit aussi sur le terrain. Et donc, on appelle aussi les étudiants, comme Adriana, à s'organiser collectivement et à lutter sur leur résidence contre ces expulsions. Et justement, j'allais y venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a des actions qui seront prévues pour lutter justement contre des actions seront prévues. On a commencé déjà à coordonner des étudiants sur leur résidence qui souhaitaient se mobiliser. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré Adriana encore une fois. Et donc, d'ailleurs, je voudrais dire à la caméra, si vous êtes un étudiant, une étudiante qui va être relogée, qui va être expulsée dans leur résidence, que ce soit en Crous de Paris, Créteil, Versailles, contactez-nous, @Solidaretu sur les réseaux sociaux. On va vous mettre en contact avec les autres étudiants. On va essayer de s'organiser, se mobiliser contre ces réquisitions. Et cette mobilisation, ça leur fait peur, le Crous. Hein. Ils sont un peu flippettes. Il suffit d'aller le voir dans les audiences, dans les tribunaux. Il y avait toujours quelques directeurs du Crous au fond de la salle qui étaient un peu comme ça, en se demandant bien ce que le juge allait bien pouvoir dire et qui allait mettre en danger leur plan. Donc ça peut avoir un réel impact. On peut vraiment les mettre en difficulté. Et je pense que le message est parfaitement entendu et c'est parfaitement fait passer. Merci beaucoup, Neil. Monsieur Boyard, vous avez patienté depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que député qui est quand même extrêmement impliqué dans la cause étudiante, notamment, ce genre de décision? Moi, ce qui me choque, c'est la violence. Déjà, premièrement, la violence, du coup, on en a un très bon exemple pour ces étudiantes et ces étudiants qui apprennent qu'il va falloir changer de logement par mail. Et ensuite, l'attente est très très longue parce que des mails qui sont envoyés par des directions et qui changent totalement votre vie et qui sont ensuite sans réponse, ils sont nombreux. La violence aussi de devoir déménager, changer toutes ses affaires, revenir à l'incertitude, que ce soit sur la méthode ou sur le fond, c'est tellement violent pour ces étudiants. Et puis, la violence symbolique, c'est aussi pour ça que ça a fait réagir tout le monde. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il faut sacrifier quelqu'un dans cette histoire, on sacrifie les étudiants. Voilà, c'est ça qui est violent. Moi, j'aime bien renverser les choses. Il y a 3,5% des propriétaires qui possèdent à eux seuls la moitié du parc locatif du pays. Si jamais on avait dit qu'on prenait l'appartement d'un riche propriétaire parisien, qu'on le réquisitionnait et qu'on lui donnait 100 € et de place pour les Jeux Olympiques, à votre avis, ils auraient réagi comment ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une question à poser. Voilà pourquoi est-ce que c'est violent. Parce que dès lors qu'il s'agit des étudiantes et des étudiants, qui souvent en plus sont précaires, on peut faire des coupes, ça passe, c'est un sacrifice, c'est acceptable. Mais par contre, dès qu'il faut s'attaquer aux causes aussi du fait de pourquoi est-ce que vous avez des étudiantes et des étudiants qui se retrouvent dans des Crous, ce qui n'est pas non plus une situation qui est particulièrement favorable, et qu'on ne s'attaque pas à des personnes qui, elles, vont s'en mettre plein les poches pendant les Jeux Olympiques,
Là, tout de suite, non, surtout, il ne faut pas y toucher. Donc, c'est cette double violence qui m'a marqué. D'ailleurs, je ne vais pas manquer de me moquer d'eux en leur disant le jour où on vous dégagera de vos ministères, on vous laissera s'emballer un Mars comme vous faites avec les étudiants du Crous. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils se sont indignés. C'est que eux, ils ont trouvé ça inacceptable pour eux-mêmes. Vous avez réagi de manière assez virulente sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises. J'aimerais qu'on cite votre tweet, si vous me le permettez. Pour eux, réquisitionner les logements vides et loger les sans-abri est scandaleux, mais réquisitionner les logements des étudiants précaires pour les Jeux Olympiques entre riches est acceptable. Toute la violence de classe du macronisme en acte. Finalement, est-ce que c'est pas propre à la politique d'Emmanuel Macron ? Si, bien sûr, c'est une politique de classe. On a Gabriel Attal, Premier ministre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je parlais aussi des logements vides parce que il y a de plus ces derniers, presque tous les 2-3 jours, on apprend que quelqu'un est mort de froid dans la rue. Oui. Dans le même temps, il y a 3 millions de logements qui sont vides. Si jamais ces gens meurent dans la rue, c'est pas parce qu'on ne peut rien y faire, c'est parce que le gouvernement ne veut rien y faire. Si jamais ces étudiants se retrouvent à ne pas avoir de réponse, à ne pas avoir d'interlocuteur, à devoir déménager, à se sentir méprisés, c'est parce que c'est eux qui ont fait ces choix politiques-là. Et nous, il y a un mot d'ordre qu'on utilise souvent, on dit « un autre monde est possible ». Oui, clairement, on aurait pu faire les choses autrement. Je vous donne un exemple. Si jamais j'ai une proposition à faire, si jamais on m'entend, par exemple, vous avez aujourd'hui des propriétaires de logements parisiens qui ont fait en sorte que les baux se terminent juste avant le début des Jeux Olympiques. Eh bien, pourquoi est-ce que le gouvernement ne réquisitionne pas ces logements pour pouvoir y mettre les personnels dont ils ont besoin pour les Jeux Olympiques? Pourquoi est-ce que c'est les étudiants qui doivent forcément trinquer dans cette histoire? C'est d'une violence de classe inacceptable. Ça m'a choqué. Ça a choqué, je pense, une grande partie de la population. Et vous avez raison de témoigner, vous avez raison de lutter. Nous, à l'Assemblée nationale, on a assez peu de pouvoir face à ça. Enfin, je vais compter sur LR ou sur le RN pour nous sortir de cette situation. Je ne vais pas trouver de majorité alternative dans cette histoire. Donc, il n'y a que la lutte qui payera. Et en tout cas, nous, on sera derrière les étudiantes et les étudiants en lutte pour essayer d'avoir un peu de droit à de la considération et de la dignité. Quelle autre solution aurait pu être mise en place pour pouvoir loger le personnel d'État, entre guillemets? J'ai formulé une proposition, mais là, en fait, ces Jeux Olympiques, ils vont être assez caricaturaux parce qu'ils vont révéler toutes les défaillances de l'État. Vous savez, tous les matins, je prends le RERD. J'ai hâte de voir le RERD pendant les Jeux Olympiques. Parce que le matin, on le dit souvent, métro, boulot, dodo, ça sape le moral aujourd'hui, l'état des transports publics. Même pour un usage quotidien, ça dysfonctionne. Alors imaginez dans des circonstances exceptionnelles telles que les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça révèle finalement, cette histoire aussi du besoin de réquisitionner les logements des étudiants? C'est parce qu'il y a un problème de logement aujourd'hui pour les franciliennes, les franciliens, mais même pour tout le monde. Et sur la question du logement étudiant, il y a quelque chose qui est assez révélateur. En 60 ans, le nombre d'étudiants, il a été multiplié par 10. Le nombre de logements Crous, il a été multiplié par 2. Donc, ce qui leur explose à la figure, c'est toutes les défaillances de leur politique, qui est aussi souvent une politique de non-intervention, parce que qui est-ce qui a organisé le marché, le parc locatif? C'est le marché, c'est l'ordre néolibéral. Qui est-ce qui, aujourd'hui, quelle est la règle qui fait foi dans les transports? C'est depuis leur réforme. C'est la règle néolibérale, c'est la non-intervention. Résultat, vous vous retrouvez toujours à avoir une petite minorité qui profite de tout. Et encore une fois, 3,5 des propriétaires qui possèdent la moitié des logements en France, ça me paraît assez révélateur. Donc, un autre monde est possible. Il faut que, sur tout ce qui touche à la question de la dignité humaine, je vous parle des logements, je vous parle des transports, je vous parle de l'école, je vous parle de l'enseignement supérieur, ce n'est pas l'ordre du marché qui doit s'imposer, c'est l'ordre de l'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est ce même ordre de marché qui veut l'imposer sur les Crous, et c'est une partie du problème qu'on voit là, dans ce truc-là, c'est que cette volonté d'aller chercher des financements alternatifs par les Crous, parce que pour eux, c'est un financement alternatif. Pour les Crous, ils sont mieux payés en mettant des personnels de l'État que des étudiants précaires. On a eu des documents, nous, du Crous de Créteil, qui dit qu'avec cet hébergement de l'État, ils vont gagner 1,4 million d'euros. Ils auront un manque à gagner parce qu'il n'y aura pas d'étudiants de 800 000. Donc le Crous de Créteil, il se fait 600 000 euros en hébergeant les personnels des JO à la place d'héberger des étudiants. Et pourquoi ils ont besoin de cet argent? C'est parce que, voilà, soumission à un ordre de marché, l'État se désinvestit des Crous et leur dit vous allez gérer tout seul, vous allez gérer votre argent et vous allez trouver des financements où vous pouvez. Et c'est là qu'on trouve des trucs absurdes comme le logement de personnel pour les JO, la location à Strasbourg ou le Crous traiteur qui vend ses services de traiteur au service de l'État. Et c'est des choses qui sont totalement contre la mission de service public du Crous et qui est un gros problème. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Adriana, en tant qu'étudiante de cette situation, justement? Parce qu'on a entendu la réaction syndicale et politique, mais j'aimerais bien avoir votre réaction
sur le sujet Honnêtement, aussi. c'est juste révoltant en tant qu'étudiante, en fait. Surtout en tant qu'étudiante en situation de précarité. Parce que finalement, les étudiants qu'on a dans ces crous, tous mes autres camarades à la résidence Poissonnier, on n'est pas des personnes qui roulent sur l'or. Si on est là, c'est qu'on est en situation précaire. On a besoin de ce logement, justement. Il y a un manque de logement aujourd'hui, que ce soit en Ile-de-France, tout comme partout en France. Vous avez des personnes à la rue, etc. On a la chance de pouvoir être logé par le crous. Et finalement, on est mis de côté parce qu'on n'est pas une priorité, parce que l'État ne s'est pas chargé de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire peut-être réquisitionner des logements ou bien simplement en construire aussi. Parce que finalement, il y en a très peu qui sont construits. Ils auraient pu être créés spécialement pour les JO, comme ça a pu être fait ailleurs. Et pas après les Jeux Olympiques, il y a 1600 logements, c'est bien ça, hein, si je dis pas de bêtises, qui vont être construits et qui ont été annoncés en tout cas par le gouvernement. Un peu tard. Un peu tardivement. Enfin, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Bien sûr. Macron, il avait promis Mmh. 60 000 logements. Si jamais vous prenez tous les 7 ans, voilà, là, ça fait 7 ans qu'il est là. Il avait promis, en gros, de faire 12 000 logements par an. Il n'y en a que 5 000 qui ont été faits par an en moyenne. Et encore une fois, comme je l'ai dit, multiplication des étudiants par 10, multiplication des crous par 2. Voilà où est le problème. Et- Donc c'est un problème structurel. Il n'y a pas suffisamment de logements crous qui sont construits. Et par ailleurs, ce n'est pas vrai de dire qu'on va pouvoir mettre 3 millions d'étudiants dans des logements crous. Ce n'est pas vrai. En plus, ça va encore augmenter. La véritable question, c'est comment est-ce que ça se fait que, par exemple, à Paris, pour un studio, vous payez 900 euros. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir des loyers qui sont aussi chers? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à avoir des étudiantes et des étudiants qui, une fois qu'ils ont payé le loyer, les charges, se retrouvent avec seulement 100 euros de reste à vivre? Elle est là la question. Et encore une fois, c'est un problème de fond, c'est que les étudiants, ils ont besoin des logements seuls, qui sont souvent les logements les plus demandés, qui sont dans les grandes métropoles urbaines, dans lesquelles il y a encore une fois le plus de demandes. Et donc du coup, vous avez trop de demandes par rapport à l'offre, parce qu'on a mis les universités dans ces villes-là. Et donc du coup, tout augmente, tout augmente, tout augmente. Et comme je l'ai dit, 3,5% des propriétaires qui possèdent la moitié du parc locatif, cherchez où va l'argent. Et à ça, il faut ajouter l'insalubrité. Parce qu'une fois que tu as trouvé un logement, que ce soit dans le parc privé ou dans le crous, généralement, c'est vraiment pas le tip-top des logements de la métropole. On est très souvent dans les pires logements. Et au niveau du crous, l'insalubrité, c'est un problème qui est absolument scandaleux. Je sais que c'est un problème dans la résidence Poissonnier. C'est très connu maintenant, mais pas uniquement chez nous, mais dans énormément de résidences que je ne saurais peut-être pas nommer. Mais vous prenez l'exemple de chez nous, on a des étudiants qui régulièrement viennent se plaindre au bureau. J'ai des rats chez moi, j'ai des souris chez moi. J'ai Oui, des ça a été cafards le chez cas, moi. hein, ça a été documenté d'ailleurs j'ai- par beaucoup de nos confrères. Ouais. Absolument. J'ai des problèmes de chauffage également. En hiver, il fait extrêmement froid. Même l'électricité qui parfois saute. Vous avez la qualité d'Internet pour les résidentes qui proposent de payer Internet avec votre loyer, ce qui est notre cas, qui vraiment oscille d'un jour à un autre. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse de la part du bureau ou de la part de la direction? Non, mais on a fait intervenir une société telle ou telle fois, vous en faites pas. On a des résultats. Comment vous expliquer que j'ai un camarade dans ma résidence qui, encore aujourd'hui, se plaint qu'il ait des souris? On se donne entre nous des conseils pour éviter, des produits à acheter pour éviter qu'on en ait encore. Là, très récemment, on a commencé à recevoir une vague de mails de la part du Crous en disant on va faire une intervention pour la tuyauterie, pour la peinture, pour des problèmes de chauffage, d'électricité, etc. Mais ça fait des années que nous, en tant que résidents, on s'en plaint déjà et ça n'a pas été fait. Tout est en train d'être fait uniquement pour les JO. Et en fait, on trouve ça révoltant. On se dit, mais attendez, vous nous considérez si peu que ça? Et la seule réponse qu'on a, ça va être de la part, en tout cas pour nous, de la directrice de notre résidence, qui va nous répondre un peu sur du passif-agressif, avec ce que je viens de vous dire. On a des résultats pour ce qui est, par exemple, des rongeurs qui viennent chez vous. Non, vous n'avez pas froid parce qu'on a déjà fait des relevés de température et c'était aux normes. C'est Donc, tout ce qu'on vous finalement, répond. c'est tout ce qu'on nous répond. Vous avez que ça, de but en blanc. Et encore par mail, toujours par mail. On a ces réponses par mail de but en blanc. On fait des mails collectifs où on s'exprime sur les problèmes collectifs qu'on a. Et c'est les seules réponses qu'on a. Donc aujourd'hui, en fait, on est juste énervé. Et même pas seulement pour nous-mêmes, parce qu'on parle des expulsions des étudiants, mais vous avez des expulsions d'SDF, si je ne me trompe pas, des expulsions de squats aujourd'hui. Enfin, c'est un peu les JO de la honte, j'ai envie de dire, où les étudiants en prennent pour leur grade, toutes les personnes précaires en prennent pour leur grade, en fait. Et ça me fait penser à une histoire. Monsieur Boyard. Vendredi dernier, j'ai été visiter une résidence étudiante, mais privée, parce qu'il y a 175 000 logements Crous, mais donc du coup, il y a un marché.
Il y a besoin d'avoir... voilà, les étudiants, ils ont besoin d'un logement, donc du coup, il y en a qui ont flairé l'affaire et qui ont fait... aller à Villeneuve-Saint-Georges, Pablo Picasso. Je vais dans cette résidence et je vais discuter avec des résidents qui m'avaient contacté en disant on n'a pas de chauffage depuis octobre. Donc je vais les voir, ils m'expliquent un peu le quotidien. Il n'y a pas que des étudiants d'ailleurs dans cette résidence. Et en fait, depuis octobre, ils n'avaient pas de chauffage. Il y en a qui me racontaient qu'ils étaient malades, qu'ils dormaient avec leur veste. Bon, étrangement, et c'est ça qui était vraiment étrange, je suis arrivé, 1 heure plus tard, le chauffage a été remis. C'est d'une magie absolument incroyable. Et quand j'ai eu au téléphone, du coup, la directrice régionale, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, on va faire un geste commercial, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chauffage, donc on va faire un geste commercial. Mais je dis, mais non, vous n'allez pas faire un geste commercial, vous allez les rembourser. Parce qu'ils ont continué de payer des charges, hein, les résidents. Et encore une fois, pourquoi est-ce que, enfin, rien que ce mot geste commercial, alors vous avez des gens qui ont payé pour un chauffage qu'ils n'ont pas. Et encore une fois, quand je parle de la question de classe, c'est parce qu'à chaque fois, ce sont ces personnes qui se retrouvent dans les situations de précarité, de difficulté, et qui souvent se sentent impuissants, parce que les étudiantes et les étudiants, ils n'ont pas le pouvoir sur cette situation. Et donc du coup, on se permet tout, on répond uniquement par mail. À partir du moment où on a merdé pendant des mois et que vous avez des personnes qui ont dormi dans le froid, on parle de geste commercial. Moi, je pense à cette résidence parce qu'on m'a parlé d'une gamine là-dedans qui avait 6 ans. Apparemment, elle a eu un rat en dessous de son oreiller qui l'a réveillée pendant la nuit. Elle n'arrivait plus à dormir, la petite. Et ça n'a indigné personne, ça n'a choqué personne. Donc j'espère que le geste commercial sera à la hauteur des charges qui sont indues. Mais voilà, ce n'est pas que les Crous. C'est aussi, en fait, beaucoup de ces résidences, aussi privées. C'est un phénomène bien plus global. C'est un phénomène bien plus global. Et en général, les étudiantes et les étudiants, on se permet d'en faire un peu ce qu'on veut pour 2 raisons, parce qu'ils sont précaires et parce qu'ils sont jeunes. Et ces 2 variables-là font que, écoutez, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Neil, vous vouliez réagir, oui. C'est que ce désinvestissement de l'État, ce manque de moyens du Crous dont j'avais parlé, c'est ça les conséquences concrètes. C'est des étudiants qui vivent dans ces situations, qui vivent au jour le jour dans des résidences dans lesquelles il y a des rats, dans lesquelles il y a des punaises de lit très souvent, dans lesquelles il n'y a pas de chauffage. Chez vous, heureusement. Je ne l'ai pas précisé aussi, vous avez par exemple notre local à poubelle, vous avez encore des matelas bourrés de punaises de lit qui traînent, ça fait plusieurs semaines. On réclame de la part du bureau qu'ils soient retirés, parce que c'est quand même un problème d'hygiène vraiment très concret. Ça a mis énormément de temps. Vous avez également des... alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais ce qui vient entourer votre lit, quoi, grosso modo, sur lequel vous posez votre matelas, qui pourrissent dans le jardin qui est juste derrière notre résidence. Et c'est des choses qui sont là, qui traînent depuis un moment. En plus, comme disait M. Boyard, c'est une politique de classe. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui sont dans ces résidences, quand même. C'est pas n'importe qui loge les résidences Crous. C'est quand même les étudiants qui sont généralement les plus précaires, qui à côté cumulent avec des jobs, par exemple, à côté de leurs études, ce qui fait qu'ils ont un rythme de vie qui n'est pas possible. Ils ont leurs études la journée, après ils vont travailler la nuit, ils rentrent dans une résidence dans laquelle il y a des rats et des punaises de lit. C'est pas possible comme vie. Et c'est clairement des attaques et une vie qui est seulement réservée pour les étudiants les plus pauvres, pour les classes populaires. Parce qu'effectivement, c'est la ligne directrice du gouvernement, c'est l'attaque des classes populaires. Ça, c'est très clair. Qui a été finalement la porte-parole de tout ça ? C'est l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Oudéa Castéra, qui a dit « Mais non, mais vous devriez être extrêmement fiers de pouvoir céder vos logements. » Et cette dame ensuite, qui vient ensuite expliquer « Oui, j'ai mis mes enfants dans le privé parce qu'il y avait dans cette école UP de Paris, il y avait un problème de professeurs non remplacés. » Et ensuite, on s'est rendu compte qu'elle avait menti. Mais elle ne se rend même pas compte de la violence de ses propos. Et ça, c'est typique de leur caste. De personnes qui n'ont jamais vécu dans cette situation, qui prennent le logement, les études pour acquis, parce que pour eux, l'excellence, le meilleur, ça a toujours été offert. Alors que pour ces étudiantes et ces étudiants, mais continuer l'université, c'est un combat, parce qu'on est centré sur la question du logement, mais sur la question de l'alimentaire, plus 20% en 2 ans, sur l'augmentation des charges aussi, parce que les Crous, moi j'aime pas trop taper sur les Crous, parce que j'avais discuté avec le directeur d'un Crous, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu réduis la quantité de nourriture que tu mets dans les sandwichs du Crous? J'avais même réagi publiquement sur ça, il m'a dit, mais c'est parce que j'ai plus de sous en fait. On m'en donne plus. Et donc, d'un côté, bien sûr, une problématique de budget. Mais clairement, mais parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation de l'énergie, l'inflation de tout, vous vous retrouvez du coup à avoir des Crous qui sont sous-financés, et ensuite le gouvernement, lui, ça l'arrange de pouvoir dire c'est la faute des Crous, et c'est son rêve au gouvernement de pouvoir supprimer les Crous. Et un coût de la vie étudiante qui est en constante augmentation dans une période de forte inflation. C'est aussi important de le rappeler. J'aimerais qu'on revienne également peut-être sur une question plus globale concernant les Jeux Olympiques.
Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée d'organiser ces Jeux, étant donné le contexte actuel? Monsieur Boyard. Déjà, premièrement, c'est quoi ces JO? C'est des JO de riches. Alors, regardez le prix des places pour pouvoir accéder aux Jeux Olympiques. C'est pas une fête populaire. C'est pas une fête populaire pour les Françaises et les Français. C'est pas vrai. Formule qui avait été utilisée beaucoup par le gouvernement, Eh d'ailleurs. ben, ils ont menti, étonnant. Et ensuite, va falloir parler du bilan écologique des Jeux Olympiques. Parce que quand vous allez faire venir des centaines de milliers de personnes, si ce n'est des millions, en avion, que vous allez avoir toute la consommation qui va tourner à tout va, mais oui, il y a un bilan écologique des Jeux Olympiques. Donc au final, pour les personnes qui se retrouvent ici, pour qui c'est la vie quotidienne, on se demande, mais en fait, qui va récupérer l'argent? Enfin, je ne crois pas que moi, par exemple, je vis dans le Val-de-Marne, je ne crois pas que le Val-de-Marne, qui va se retrouver fortement lésé à cause de ces Jeux Olympiques, sur les transports, sur le prix du logement, sur tout, qu'est-ce qu'on y gagne, nous? On n'y gagne absolument rien, on n'y participe pas. Ensuite, le bilan écologique, on le payera encore plus tard. Et donc, oui, non, ces Jeux Olympiques-là, pour moi, ils n'auraient pas dû avoir lieu. Adriana, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai envie de rebondir sur le fait qu'on parle de ces JO comme d'une fête populaire. Je viens personnellement de la classe populaire. Vous avez mentionné les étudiants qui travaillaient à côté de leurs études, c'est mon cas. Et on ne voit pas trop en quoi, honnêtement. À nouveau, on voit le prix d'une place, on serait incapable de se l'offrir, quand bien même on nous les donne gratuitement avec notre logement pour le Crous. Enfin, pour les personnes, je considère, qui ne sont peut-être pas intéressées par le sport, on ne voit pas l'intérêt. Et d'autant plus pour les personnes qui vivent en Île-de-France, ça va être juste catastrophique. Vous avez les chiffres de la quantité de touristes qui vont venir pour les JO? Je vous avoue que je les ai. Je crois que ça se compte en millions. En donc millions, en c'est plusieurs pas millions. quelque Là, chose. oui. Mais c'est millions, plusieurs millions qui ont été annoncés, en tout cas. Voilà, oui, plusieurs millions de touristes sont annoncés pour venir en Île-de-France dans nos transports qui sont déjà dans la ville la compliqués. plus touristique du monde, en plein été, rappelons-le également. Absolument. Enfin, quand vous prenez tout ça en compte, on ne sera pas concerné, en fait. Et on n'est pas heureux d'y participer en étant, entre guillemets, relogé, mis à la rue, expulsé. Vous choisissez le terme que vous souhaitez. Dans tous les cas, nous, on sera touchés par ça. On ne l'a pas demandé et on ne comprend pas. C'est une forme de mépris, finalement, plus globalement, Neil. Oui, parce qu'en fait, au-delà de ne pas être concerné par ces JO, qui effectivement sont des JO pour les riches, c'est des JO qui se font en plus contre les pauvres. On a parlé des étudiants, bon, c'était le sujet de l'émission, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui se font expulser. On a vu des articles de médias qui dit que apparemment il y aurait un grand plan pour bouger les SDF hors de Paris, parce que ça ne serait pas bien sûr. sur les caméras internationales. On va les envoyer dans des centres en province, bon, ça on les verra moins. Il y a eu des expulsions de squats, de foyers de travailleurs migrants qui gênaient pour la construction du village des athlètes. Ils n'ont pas été relogés. Il y avait à l'île Saint-Denis un squat qui s'appelait Unibéton. Il y avait 400 habitants dedans. Ils ont été virés pour faire le village des athlètes. Il n'y a plus de relogement. Pareil à Saint-Ouen sur un foyer de travailleurs migrants. Donc c'est vraiment des JO qui se font contre les pauvres. Et ce qui est un peu ironique quand même, c'est que ça se fait contre des travailleurs, et les travailleurs même qui rendent possible ces JO. Je ne sais pas si vous avez suivi à Porte de la Chapelle, à l'Arena, il y a eu une grève de travailleurs sans papier qui d'un côté se font mépriser, se font expulser peut-être de leur logement, qui se font passer la loi immigration sur la gueule, et qui de l'autre doivent quand même se lever le matin pour les construire les infrastructures des JO, et on leur donne rien. C'est assez exceptionnel quand même. Après, il y a quand même quelque chose. Je leur avais dit à l'Assemblée nationale, ça les avait fait crier, donc c'est la preuve que c'est un bon bout. C'est que là, sur ces Jeux Olympiques, il n'y aura pas de 49-3. C'est vrai. Si jamais, par exemple, je parle beaucoup de la ligne D parce que je la connais bien, si jamais, par exemple, les cheminots de la ligne D décidaient de dire bah, écoutez, nous, on ne conduira pas tant qu'on n'aura pas eu nos augmentations de salaire qu'on demande depuis des mois, ils vont faire quoi ? Là, il n'y aura pas de 49.3. Et ce sera aussi l'occasion d'avoir toutes les caméras du monde sur nous. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en France récemment. Vous sous-entendez quoi là? Pardon, excusez-moi. Je sous-entends absolument rien du tout. En fait, c'est les syndicats qui doivent organiser la lutte. Donc, ils font ce qu'ils veulent, les camarades. Mais par contre, si jamais je me retrouve à avoir, moi, par exemple, sur la ligne D, des cheminots qui disent « Attendez, la dernière fois de manifestation sur la réforme des retraites, vous avez éborgné l'un d'entre nous. On demande des augmentations de salaire parce qu'on a du mal à nourrir la famille. Et là, maintenant, vous nous demandez de travailler pendant les vacances pour rien. Bah écoutez, nous, on ne travaillera pas tant qu'on n'aura pas eu d'augmentation. Évidemment que je serai aux côtés des cheminots. Après, c'est les syndicats qui organisent la lutte. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces Jeux Olympiques, déjà, on le sait, tout le monde le sait. On n'est pas prêt pour ces Jeux Olympiques. Bien sûr qu'ils vont mal se passer. Mais on n'est pas non plus dans un pays qui est apaisé. Aujourd'hui, la France, elle bouillonne parce que ces dernières années ont été très violentes pour le peuple français. Et si jamais le peuple français, il décidait de dire, bah là, pour une fois, vous n'avez pas le 49.3. Là, maintenant, nous, on a le rapport de force et que le peuple français ait décidé de s'engager pour pouvoir faire valoir ses droits,
Bien sûr qu'on sera avec eux. Oui, donc ça sera une lutte partagée. Neil, vous avez peut-être une réaction d'un point de vue syndical? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est des luttes qui ont déjà commencé à être discutées. Enfin, je parlais de la grève sur l'Arena à Porte de la Chapelle. Effectivement, c'était très efficace. Dès qu'on a commencé à stopper la construction d'une infrastructure pour les JO, des négociations se sont enclenchées quand même très très vite avec le patronat, avec Bouygues, il me semble, et avec la mairie du 18e. Et il me semble qu'assez rapidement, ils ont commencé à avoir des résultats. Il faut faire un peu attention. Ils ont dû refaire une grève après pour suivre, etc. Mais quand même, avec un mot d'ordre, pas de papier, pas de JO, pour essayer de faire régulariser ces sans-papiers qui travaillent d'arrache-pied dans ce secteur, ils ont quand même réussi à avoir des avancées. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer très clairement au niveau syndical sur ces Jeux Olympiques. Oui, sur cette question-là. Nous, on a fait une proposition de loi dans notre niche parlementaire qui demandait à ce que dans les villes universitaires, vous ayez un certain taux de logements étudiants qui puisse être construit. Après, sur les différentes mobilisations étudiantes, il y a aussi eu la question du repas à 1 euro, parce que là aussi, il y avait eu toute une violence symbolique d'un repas à 1 euro qui ne passe pas à une voix. Mais même si jamais on construisait plus de logements étudiants, même si on mettait les repas à 1 euro, au fond, ça ne résoudrait pas le problème structurel que rencontrent les étudiants. Parce qu'au fond, ce que rencontrent les étudiants et même les jeunes en général, c'est un peu la même situation que vivaient le grand âge, les retraités avant 1945, avant que soit créée la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'avant 1945, une fois que vous étiez plus en capacité de travailler, vous étiez dépendant de votre famille, vous dépendiez de la solidarité familiale. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est à peu près pareil. En fait, une fois que vous avez terminé les études, ou même que vous commencez vos études, ou même que vous commencez directement un emploi, souvent vous êtes, le job à mi-temps pendant les études, si la famille ne peut pas vous aider, vous vivez sous le seuil de pauvreté. Trouver un emploi quand on est jeune, c'est une galère, souvent des emplois à mi-temps, mal payés, vos droits du travail ne sont pas respectés. Et donc du coup, là encore une fois, toute une partie de la jeunesse se retrouve dépendante d'une solidarité familiale pour pouvoir vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et nous, on a fait une proposition de loi aussi dans le cadre de la niche parlementaire que j'ai pu porter, qui était une proposition de loi pour un revenu étudiant. En gros, on expliquait qu'il fallait sortir de cette solidarité familiale et passer à une solidarité nationale. Maintenant, savoir si jamais les étudiantes, les étudiants, les jeunes, les lycéennes et les lycéens de la voie professionnelle dépendront de leur famille ou du pays, nous, on pense que si jamais c'est le pays qui organise cette solidarité, on est capable d'avoir tout le monde à égalité et de permettre à tout le monde de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Bien sûr que oui, c'est pas possible aujourd'hui. On se retrouve à avoir les étudiantes et les étudiants, une fois qu'ils ont payé le loyer, pour plus de la moitié d'entre eux, il reste seulement 100 € pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir acheter les produits d'hygiène. Là, on a encore des dizaines de milliers de personnes qui font la queue à la distribution alimentaire. Et ça m'énerve de parler de ça parce que à chaque rentrée universitaire, on a toujours les mêmes sujets, on a toujours les mêmes reportages, on a toujours les mêmes pleurs de la part des politiques. Ça dure 2 semaines et après, tout le monde s'en fout. Et vous allez voir qu'à la prochaine rentrée universitaire, ça va recommencer. On me dit, il n'y a pas de fric. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si jamais il n'y a pas de fric, c'est parce que c'est eux qui ont supprimé l'ISF, qui n'arrêtent pas de faire des cadeaux fiscaux. Mais à la limite, si jamais il fallait prendre du fric et réorganiser le budget des jeunes, ils prévoient de mettre 3 milliards dans le service national universel. C'est quoi la priorité? C'est d'aller organiser un espèce de gadget dans lequel on dit aux jeunes « engagez-vous ». Mais par ailleurs, l'engagement des jeunes, jamais dans la conflictualité, jamais dans le désaccord. Ou c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent bouffer. C'est 3 milliards pour le SNU, c'est 100 millions, il me semble, pour les repas à 1 euro. Oui, 90 millions. Et je me permets de vous interrompre, Monsieur Boyard. On sait en plus de ça que le message qui est envoyé par le gouvernement, il est extrêmement fort. C'est la jeunesse. Avec la nomination de Gabriel Attal au gouvernement, en tout cas, c'est le symbole qu'ils espèrent faire porter. Porté par les personnes âgées, quoi. Je veux dire, les véritables jeunes, entre guillemets, les personnes qui aujourd'hui travaillent sont étudiants, qui ont moins de 30 ans. Qui croit en Gabriel Attal, qui s'intéresse concrètement à ce qu'il fait, c'est pas un ministre. C'est pas n'importe quel. Et pourtant, il y a toute une communication qui est faite autour de ça. Donc le gouvernement essaye bien de dire, on essaye de s'intéresser aux jeunes, on essaye de porter des jeunes vers le haut. Mais il ne représente pas n'importe quelle jeunesse. Il représente une jeunesse qui a fait l'école alsacienne ou qui a mis ses enfants au collège Stanislas. C'est quand même pas le lot de tous les étudiants. Parce que effectivement, la précarité dont parlait M. Boyard, ça touche pas non plus n'importe qui. Encore une fois, c'est les classes populaires qui touchent le plus. En laissant faire cette dépendance des étudiants qui doivent subvenir leurs besoins comme ils le peuvent, c'est les classes populaires qu'on exclut des études. Déjà que c'est déjà extrêmement dur d'y arriver à cause de la sélection qui est faite depuis leur plus jeune âge pour y arriver. En plus, une fois peut-être vous arrivez à l'université, il faut réussir à survivre avec ces jobs étudiants, etc. Et c'est pas une politique qui est anodine d'ailleurs, c'est une politique qui sert le patronat, parce que tous ces étudiants qui doivent chercher un job, qui doivent faire des trucs sous-payés la nuit, dans des restaurants,
c'est une main-d'œuvre exploitable à merci pour le patronat et c'est totalement dans la politique du gouvernement. Nous, on est totalement d'accord sur le fait qu'il faut donner un revenu aux étudiants pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Nous, on a un peu une formule un peu différente. Oui. C'est pour ça que j'ai dit revenu étudiant et pas allocation d'autonomie. Je connais Voilà, effectivement. Nous, on demande plutôt un salaire étudiant socialisé. Oui, bien sûr. C'est ça, parce que pour nous, un salaire, c'est pas tellement, c'est une allocation, ça reste comme dans une dépendance. On est dépendant de l'État. Un salaire étudiant, un salaire, c'est un droit. C'est quelque chose qui vous ouvre à des droits et qui vous met sur la protection du Code du travail. Donc, c'est quelque chose qui donnerait aux étudiants un statut de travailleur protégé, avec des congés, avec des droits, avec par exemple les droits syndicaux, qui changeraient cette relation de dépendance en fait. Et là, parce qu'il y a des personnes qui écoutent et qui doivent se dire oui, non mais attendez, dire que les étudiants sont les travailleurs, vous allez peut-être un petit peu trop loin. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que les étudiants, oui, ils travaillent. Quand vous avez une personne qui est salariée et qu'on envoie faire une formation pour acquérir une certaine expertise, et ben, ça rentre dans le cadre du Code du travail. Si jamais pendant 5 ans, vous n'avez plus personne qui étudie, c'est toute la chaîne de production qui tombe derrière. Et donc moi, je suis d'accord avec ça. Sur une question de dignité humaine, de devoir de solidarité, et aussi de reconnaître que, en fait, la jeunesse et la jeunesse travailleuse, la jeunesse scolarisée, c'est pas la variable d'ajustement de tout. D'autant que il y a la sélection à tous les niveaux qui a été mentionnée. Je suis d'accord, il y a une sélection à tous les niveaux. Parcoursup, ça en est le symbole. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Gabriel Attal qui a porté Parcoursup. Mais quand vous vous retrouvez, par exemple, au collège, moi, ça m'a marqué. Je me rappelle que on nous a dit, bon, toi, tu vas aller en voie générale, toi, tu vas aller en voie professionnelle, toi en général, toi en voie professionnelle. Et j'ai été marqué de voir à quel point la question de la couleur de peau et de la classe sociale a été déterminante pour savoir qui est-ce qu'on allait envoyer dans la voie professionnelle, qui est-ce qu'on allait envoyer dans la voie générale. Alors que la voie professionnelle, c'est dur, c'est pas facile et c'est même essentiel. Et c'est en plus des métiers dans lesquels vous vous retrouvez sous-payé par rapport à votre niveau de qualification et souvent par rapport à la pénibilité du métier. Et quand ça a été dit tout à l'heure, Gabriel Attal, c'est la jeunesse, il faut le dire quand même, oui, c'est un Premier ministre qui est très jeune. Moi, j'y vois une bonne nouvelle. Par contre, c'est pas n'importe quelle jeunesse. C'est la jeunesse qui a fait l'Alsacienne. C'est la jeunesse qui est jamais sortie de Paris. Oui, une jeunesse spécifique. C'est la jeunesse qui vient privilégiée même. Mais disons-le, c'est la jeunesse qui vient de l'élite bourgeoise française. Et il en fait partie. Je sais pas s'il l'a choisi. Je suis très content pour lui. J'aurais bien aimé être à sa place. Mais il n'empêche que qu'est-ce qu'on fait du reste de la jeunesse ? Et le reste de cette jeunesse-là, Gabriel Attal, il n'en parle jamais. J'aimerais, Adriana, qu'on revienne une dernière fois vers vous pour le mot de la fin. Si vous aviez une réaction supplémentaire à avoir par rapport à tout ce qu'on a pu dire ce soir, peut-être un message à envoyer concernant votre situation, quel serait-il ce soir ? Si j'avais un message à donner, alors déjà pas spécialement moi personnellement, ça serait plus au nom de tous les étudiants dans ma situation, qui sont précaires, qui aujourd'hui doivent aller en cours, rendre leurs devoirs, aller au travail, rentrer, tout en maintenant une vie sociale, en essayant vraiment d'avoir une bonne vie étudiante, de faire comme ils le peuvent, c'est de ne pas lâcher, déjà, c'est très important. Et que finalement, il faut croire qu'on sera bien relogé, qu'on va avoir un peu plus d'aide que ce qui nous a été malheureusement alloué, au minimum de l'aide financière, puisque c'est difficile, c'est long, d'organiser tout un déménagement comme ça sur une si courte durée qui va devoir se faire en temps de temps, c'est très compliqué. Et j'espère qu'on aura davantage de communication, une vraie communication avec le Crous, et pas seulement des mails et des réunions très étranges. Qu'est-ce qui a été dit dans cette réunion Ce qui a été dit grosso modo, en fait, on nous a confirmé notre sort. On nous a dit, vous n'en faites pas, nous sommes là pour vous. Le Crous ne vous abandonne pas et vous aurez vos 100 € et vos 2 places. Mais ça avait l'air d'être un petit peu, ça allait que dans un seul sens, en fait. Ça allait pas dans le sens de, vous avez peut-être une chance de garder, etc. On n'est pas certain, on dit, on verra. C'est compliqué aujourd'hui. Maintenant, je conseille à tous ceux qui ne sont pas d'accord de le montrer. De toute façon, on voit bien que même en dehors de simplement les étudiants, on a des personnes qui sont avec nous. Vous regardez les réactions sur les réseaux sociaux, les gens sont outrés, les gens sont choqués qu'on nous fasse ça. Donc maintenant, j'aimerais bien que quelque chose se crée. Écoutez, merci beaucoup, c'est un très beau mot pour finir. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps d'être venus sur notre plateau ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. Vous pouvez retrouver nos autres émissions sur notre chaîne YouTube, Le Média TV, notre site internet et bien évidemment sur le canal 350 de la Freebox. Si vous souhaitez soutenir le travail de la rédaction, vous pouvez faire un don ou alors vous abonner aux médias.